Bon, nous voici à la 92e session du webinaire sur l'analyse plurielle, mais qui est devenu, pour les 10 dernières sessions, l'occasion ou une plateforme de présentation de, de la logique, de la raison et des mécanismes, disons, de la physiologie, on peut dire aussi de la conservation de l'ADN. Et des questions se posent à ce propos. Et la, la première question, c'est la remarquable indifférence vis-à-vis de ce geste de conservation. La population ne conserve pas son ADN, elle peut le faire, c'est très facile, c'est même, il y a des raisons de le faire, c'est justement ce qu'on va voir. Et pourtant, il y a une apathie ou une inhibition, il y a une indifférence, une inconnaissance, peut-être une ignorance. On ne peut pas dire une ignorance parce qu'il y a un savoir tout de même, et donc ce serait un savoir refoulé. Le fait est que c'est un peu sidérant de voir à quel point n'activons pas cette mesure d'hygiène de la mémoire. À partir du moment où on se met à découvrir les lois de la génétique et tout de suite que l'industrie et le commerce s'y mêlent et font des manipulations génétiques et réorganisent, enfin, toute une industrie de la génétique, c'est extraordinaire que nous n'y fassions absolument pas attention. Donc, c'en est un peu sidérant. Alors, je viens de retrouver, donc, où nous venons de retrouver le nom de Ignaz Semmelweis, qui est un bon exemple d'un phénomène de la découverte de quelque chose de très facile à comprendre et de très important, de très généralisable, c'est-à-dire le fait de se laver les mains lorsque l'on fait des opérations chirurgicales ou obstétricales. Semmelweis, c'était un Européen qui avait découvert que les médecins qui faisaient des, de l'anatomie euh, sur les cadavres euh, avaient les mains souillées et ensuite ils allaient, sans se laver les mains, faire des opérations obstétricales. Et ça entraînait des septicémies et des maladies, des infections. Et le jour où il a fait le rapport, où il a compris que, et il a expliqué, où il a voulu transmettre son idée, donc que les germes étaient transférés du cadavre au vivant, de cette façon, il a, toute la population, toutes les sociétés médicales et la population étaient prêtes à le savoir, puisqu'on connaissait à ce moment-là, on avait découvert les bactéries, donc toute cette logique était découverte. Et Semmelweis a eu toutes sortes de difficultés. Je pense que ça a mal tourné pour lui, pour révéler ou pour simplement faire passer l'idée de cette hygiène. Et eh bien, on est dans une situation qui pourrait être tout à fait semblable. Aujourd'hui, ce n'est pas les bactéries que l'on a découvert et donc les mesures à prendre. Aujourd'hui, c'est l'ADN que l'on a découvert et les mesures à prendre sont d'une manière énormément évidente, si on peut dire, les mesures à prendre, c'est de le conserver. Et on a bien l'exemple avec l'informatique, même on a le modèle informatique où on fait une sauvegarde avant de transformer un fichier ou de modifier quelque chose en informatique. Eh bien, avec l'ADN, nous sommes dans un état.
Et alors, ça déclenche, Semmelweis l'a vécu, ça déclenche des oppositions et une un féroce rejet cette personne qui annonce cette mesure simplement à ajouter dans notre vie quotidienne. Alors, bon, moi, je n'ai peut-être pas le sort de Semmelweis, mais en tout cas, l'isolement de mon expérience et de ma promotion de l'ADN qui est longue, qui date d'il y a à peu près 40 ans. Au début, je n'en étais pas tellement étonné ou offusqué, c'était vraiment très nouveau. Moi-même, je ne prenais pas la mesure de l'importance et de la banalité que ça doit devenir, parce que nous étions dans un état d'esprit justement inhibé, dans un sommeil vis-à-vis de cela. Mais au fur et à mesure, au fil des années où je m'y suis intéressé et où j'ai rencontré cette opposition ou cette inertie, ça m'est apparu avec clarté il y a un problème, il y a une espèce de, de, de situation comme ce Semmelweis, qui est celle, alors après, on peut la calculer sur la psychologie, c'est l'isolation, et donc l'isolation permet la constitution du moi. Le moi doit passer par une phase d'isolation pour se constituer, et la promotion d'une idée doit peut-être passer par un discours isolé pour démarrer. C'est possible. Il y a donc certainement des lois comme ça. Et alors, pour la énième fois, je vais essayer de faire la preuve, la démonstration de l'utilité et de la raisonnabilité de conserver son ADN. Aujourd'hui, je vais donc exposer les 3 degrés de conservation de l'ADN, soit pour la vie quotidienne, conserver notre ADN pour demain, dans 3 jours, ou dans 3 ans, ou 30 ans, soit pour conserver l'ADN pour les générations futures, on va dire c'est un deuxième degré de quelques générations, et puis il y a un troisième degré qui est conserver l'ADN sur de longues durées, puisque maintenant on a des techniques pour faire cette préservation sur des siècles assez bien garanties si si les conditions de conservation sont respectées. Donc je vais exposer ces trois degrés. Et et donc, euh, l'invité qui m'accompagne aujourd'hui, avez-vous une idée ou un propos à tenir sur l'exposé actuel? Hmm. Non, j'étais en train de voir par rapport aux points communs justement qu'il y avait. J'étais en train de faire une requête à l'IA qui parlait Mhm. justement euh, que l'analogie avec la volonté de conserver son ADN. Mhm. On pourrait appeler ça le réflexe Semmelweis, du nom justement Oui. Mhm. du chirurgien qui a perdu la Oui. vie, qui a fait fini dans un asile et qui avait Ah oui. fini par perdre la vie à cause des contusions qu'il a reçues lors de cet internement. Et il est mort de cette bactérie qu'il a cherché à combattre, le Ah oui. staphylocoque, Mhm. le Mhm. streptocoque plutôt. Mhm. Mhm. Donc, on voit l'extraordinaire drame hein, que l'histoire des sciences et des découvertes euh, provoque parfois. Et là, donc, Semmelweis, c'est vraiment exemplaire Et donc, de ce phénomène. Hein. Mm. ce réflexe MLOS, c'est le terme décrit le rejet immédiat d'une nouvelle connaissance parce qu'elle contredit les normes établies. Voilà. Mm, Peut-être ça, vous mm. l'aviez trouvé, cette expression, peut-être, Oui, parce que vous avez fait le, le rapprochement. oui, oui. Alors bien sûr, j'en ai entendu beaucoup. Hein. Souvent, c'est plutôt traité par l'indifférence ou on n'entend pas. Mais dernièrement, j'ai correspondu dans
Je prends l'exemple des quelques phrases dans un forum plutôt orienté sur la politique, sur comment gérer les gouvernements et les populations. Qu'est-ce que, qu'est-ce que nos gouvernements, sur quoi devraient-ils insister ou guider les populations? Et évidemment, donc, je posais la question, par exemple, de l'identité génétique, de la carte d'identité par le génome. Aujourd'hui, en France, on sait que le séquençage est interdit. Et ici, dans le webinaire, je n'ai pas manqué de donner des bonnes raisons au fait que ce soit interdit. Ou en tout cas suspendu avant qu'un jour ce soit pratiqué dans certaines conditions. Donc, alors dans ce forum, euh, voici entre autres phrases, ce qu'un objecteur m'a dit après, après c'est un peu ironisé en disant allez dématérialiser son corps dans un tiroir pour espérer le réenfiler comme si de rien n'était dans 100 ou 1000 ans, c'est séparer l'ADN de l'environnement. Bon, ça c'est tout à fait juste. C'est l'objection que l'on pose aux clones, par exemple, mais c'est un peu sec et limité comme objection. Il y a peut-être tout de même, il faut y regarder à deux fois. Une fois qu'on a découvert la génétique, on ne peut pas se satisfaire complètement d'une phrase, dématérialiser son corps dans un tiroir pour espérer le réenfiler comme si de rien n'était dans 100 ou 1000 ans, c'est séparer l'ADN de l'environnement. Oui, c'est vrai, mais la génétique est assez subtile et il y a peut-être d'autres variations dans cette formule que donne mon correspondant. Et il signale ensuite, il dit, je pense que le fondement de ce qui nous oppose, parce que a priori donc il semble opposé à ce dont je lui ai parlé, c'est que j'ai foi en moi, en l'humain, et que je n'ai pas peur de la mort, car j'y suis allé faire quelques escapades pour voir ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé la formule assez intéressante. Je rappelle que tout à fait au début des webinaires, il y avait un, il y a eu un webinaire qui était consacré au fait que lorsque quelqu'un dit quelque chose, il rencontre parfois un objecteur qui dit complètement la même chose et à partir de cette même chose va dire que l'autre a tort. Par exemple, si un tel dit A, l'autre va dire A et va dire vous avez tort de dire ça. Donc ça c'est dans des phénomènes de la communication humaine, il y a ces anachronismes qui se produisent assez souvent pour que j'en ai tenu un webinaire sur cette logique qui introduit celle de l'inconscient et et donc on pourra dans les détails les archives du webinaire, je donnerai les liens pour retrouver ça. Parce que ce qui est intéressant dans l'objection de mon correspondant, c'est que il dit qu'il n'a pas peur de la mort, il y a été faire quelques escapades. Euh, ben oui, mais c'est tout à fait ça. La conservation de l'ADN, c'est précisément la logique de traverser la mort et euh, et alors, il précise, il a bien vu ce qui s'est passé, comme il dit, en l'occurrence, rien de matériel, juste une réorganisation de pure information. Or, c'est exactement ce qui fait l'argument de la conservation de l'ADN. C'est-à-dire que nous pouvons traverser la mort et euh, en, en- en conservant l'ADN, nous avons une occasion de qualité, de réorganiser la pure information qui découle de cette industrie du code et du code génétique, des codes politiques, du biopouvoir, etc. Donc, évidemment, nous sommes là sur un fait psychologique, sur un phénomène psychologique de conflit, enfin, ou d'opposition, puisque donc il parle de ce qui nous oppose. Admettons le terme, c'est une opposition, et elle est classique, et donc nous disons la même chose,
ce qui pourrait faire une, ce qui pourrait motiver une résistance à la conservation de l'ADN, ce serait cette question de la mort. C'est peut-être la question du monstre, de la monstruosité, de faire des chimères avec des clones ou de désinsérer l'ADN de son environnement, de faire des monstruosités, désynchroniser les codes biologiques, peut-être ça. Et puis aussi, donc, ce serait ce fantasme ou cette peur de la mort. Oui. Est-ce que je passe aux diapositives ou voyez-vous un élément, une mention à faire? Non. OK. Je voulais dire Donc, oui. que finalement, l'univers est mathématique et l'ADN, finalement, on est une suite de, si on fait la transposition avec nos chiffres, on est une suite de chiffres Mhm, qui se modifient dans le temps. C'est mhm, cette suite qui s'altère. Voilà. mhm, Donc, à un moment donné, on est avec une suite de chiffres qui correspond à, euh, à nous-mêmes, mais amoindri, mhm, forcément, puisque le temps euh, va altérer ce que l'on est. mhm. D'accord, OK. Allez, ben on enchaîne justement sur le petit diaporama que je vous ai préparé et qui va justement nous aider à réfléchir sur ce que vous venez de dire là ou ce que nous venons de dire. Et alors, je vais chercher le partage que l'on fait comme ça et je pense que ici, vous me dites si on voit, est-ce qu'on voit correctement le participant va voir votre application, on voit l'image? Oui, très bien. Voilà. Donc, alors, encore une fois, ça va être en même temps brillant et confondant de simplicité. Parce que Semmelweis, c'était hyper simple dans un milieu qui était prêt à découvrir la chose. Ça a donné les difficultés qu'on connaît maintenant. Mais à la Renaissance, c'était un débat sur des schémas hyper simples entre est-ce que les planètes tournaient autour du Soleil ou c'était d'autres formules. Les autres formules peuvent être tout à fait bonnes, mais quand on s'organise sur un modèle, donc il y a une résistance, sans doute légitime, parce qu'il n'y a pas un modèle unique, sans doute, hein, dans le monde et dans les mondes. Mais donc, néanmoins, ces modèles sont hyper simples. C'est de l'ordre du rond et du bâton, comme dans le code que Hammurabi reçoit de Shamash, je crois. Son code, le code civil, c'est un rond et un bâton. Et avec ça, tu te débrouilles et tu fais c'est-à-dire le 0 et le 1, et tu fais la société, l'univers et la pensée. Et donc ça va être hyper simple, il ne faut pas s'en étonner. C'est néanmoins pour nous fixer donc les idées sur ici une transformation irréversible. C'est un individu qui traverse une phase de changement et il est modifié. Donc on appelle ça un changement d'état. Alors, il est possible si on reprend, si on fait une seconde métaphore, une traversée avec restitution. On traverse une phase de changement, comme la mort, comme par exemple, enfin là c'est une phase de changement. On ne peut pas encore parler de la mort, mais simplement une phase de changement. Et l'individu donc est modifié et la, une restitution se fait par une conservation, c'est-à-dire un prélèvement d'un facteur de préservation que l'individu, une fois modifié, récupère.
il retrouve son facteur de préservation et du coup, l'individu, en passant cette phase de changement, est restitué. Mais il est restitué en ayant acquis une connaissance, comme on va le voir. Il a acquis un progrès. Donc, alors après, on peut c'est tout à fait simple, on récapitule ça, un changement d'état et versus la restitution. Donc la transformation, c'est justement juste un changement d'état et la restitution, c'est une intégration de l'expérience. Et donc, alors ça ce passage court ici, celui-ci, ça peut être ce qui se passe, par exemple, lorsqu'un un individu subit une modification génétique durant sa vie, par intoxication, par persécution, par expérimentation, enfin toutes sortes de possibilités. Il est modifié et dans sa vie, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle le premier grade de conservation courte, durant sa vie, il peut retrouver son archive, si on peut dire, comme un backup, hein, qui permet de recouvrer son individualité et de se restituer. Euh, la même chose, en fait, peut se faire, et là, la mort, on commence à introduire la mort, peut se faire dans une succession de générations. C'est c'est le deuxième type de conservation. On l'a fait, on fait cette conservation pour nos descendants, pour nos enfants, nos petits-enfants, qui, là, je parle de 30 ans, hein, dans 30 ans, il sera sans doute, probablement, c'est pas sûr, mais probablement il sera banal d'utiliser, de faire de la réparation ADN à partir de différentes sources, et notamment donc la source de conservation comme elle est décrite ici. Et évidemment, pour les petits-enfants dans, qui, euh, qui vivront dans plus de 30 ans, cette logique simplement du facteur de préservation euh, sera, euh, sera coutumière si nous nous mettons à conserver notre ADN, tout simplement. Le, Sinon, on ne le fait pas, ben, nous aurons raté, enfin, nous aurons manqué de ce que la science actuellement nous donne comme possibilité pour nos évolutions futures ou notre santé future. Et puis, ensuite, nous arrivons au troisième degré, si on peut dire, de la conservation, et on va l'imager comme ça, c'est-à-dire sur des phases de changement longues. On va dire qu'est-ce qui se passe sur des phases de changement de 2 siècles, 3 siècles, alors là, c'est l'individu humain, et l'individu ne cherche pas à être cloné, l'individu modifié qui serait ici serait un clone, mais qu'est-ce qui se passe quand il restitue quelque chose de son environnement originel? Parce que l'objection de du correspondant était de dire que euh, euh, il objectait à séparer l'ADN de l'environnement qui permet sa constante adaptation et évolution. Donc, il faut garder ce facteur de préservation pour réhabiliter, pas la personne, parce qu'on ne va pas faire des résurrections, c'est pas nous qui allons les faire. Il paraît que c'est des domaines, des dimensions beaucoup plus spirituelles que ce que l'on fait simplement en médecine, qui est celle simplement de préserver la santé des corps. Et donc, dans ces phases de longue durée, puisque il est possible qu'il y ait dans les quelques siècles qui viennent, dans les dizaines d'années qui viennent, ou dans les 50, et puis il est possible qu'une phase de chaos génétique ait lieu dans le biosystème.
Et c'est possible, il y a même une certaine probabilité, puisque on sait que, il y a eu des phases pratiquement similaires qu'on connaît, et qu'on sait que l'histoire se répète. Donc, c'est une possibilité que nous soyons dans cette éventualité, donc, ou que nous puissions considérer, il est légitime, raisonnable de considérer un avenir de conservation à très long terme comme ça. Bon, là, j'ai fait une petite pause et après, on va parler de ce qui se passe sur le long terme et voir qu'il y a une espèce de d'alambic, de tournure qui explique peut-être ou que l'on peut analyser avec le correspondant dont j'ai cité quelques phrases là. Oui, et quant à vous, partenaire, voyez-vous une remarque à faire là sur cet exposé simplissime hein, d'une loi de mémoire? Oui, c'est c'est finalement oui, des copies de nous-mêmes, voilà, de meilleures copies de nous-mêmes. Alors, oui, c'est ce qu'on va voir. Parce que, alors d'abord, avant de voir justement ce qui se passe, où se passe le bénéfice, où est la vertu de cette conservation de longue durée. Bon, la vertu de courte durée, c'est simple, c'est la santé de notre corps et de nos proches descendants. Mais avant tout, ça vaut la peine de rappeler une chose, dans le schéma que nous avons montré là, il y a un facteur de préservation que l'on redépose après la phase de transformation. Ben, on peut rappeler que typiquement, c'est ce qu'on appelle l'art de la mémoire, décrit par Simonide à l'époque de Platon, de Socrate, à la fondation de notre société, de l'hellénisme de l'Occident méditerranéen. Donc, à cette période qui ressortait précisément de l'âge sombre, parce qu'il y avait eu ces 2 siècles, 2, 3 siècles d'effondrement avec un chaos total dans la Méditerranée et dans la civilisation. Et la, la société athénienne et d'autres sociétés, mais Athènes, pour nous, à propos de Simonide, euh, est ressortie après ce chaos en dictant ses lois de mémoire. Et c'est la légende de Simonide qui, après une catastrophe c'est un banquier qui est écrasé dans un tremblement de terre, Simonide revient avec le souvenir des places, enfin des personnes qui étaient à telle place et il les restitue donc au corps pour les identifier comme on le cherche actuellement quand il y a des drames dans des incendies où par l'ADN on identifie les disparus. Et, et donc, c'est une loi simple, c'est une loi vraiment à la base de la civilisation que de garder, enfin de conserver, d'observer un ADN, un gène, et pour pouvoir le restituer, le redésigner. À ce moment-là, s'il y a eu un gène altéré, à cette place, on peut retrouver, redonner le nom, redonner le gène à la place qui a été abîmée par une maladie ou un trouble environnemental. Bon, je vais passer à la seconde, euh, euh, seconde diaporama. Voilà, je pense que le partage a lieu. Vous le voyez. Et donc, on va maintenant faire la suite. Donc, on reprend un petit peu les choses où nous étions partis et nous étudions cette chose très simple qui est aussi simple donc qu'une planète qui tourne en rond ou bien du ciel qui tourne autour d'une planète, enfin
Là, c'est un individu qui passe une phase et qui se modifie. C'est donc tout à fait simple. Et nous l'envisageons dans un laps qui est celui de la mort. Parce que en 3 siècles, on a le temps de mourir, on a le temps de passer la mort. Quand nous étions donc dans les conservations courtes, c'était quasiment en fait une espèce de permanence et c'était de la santé en continu. Et alors, dans le passage de la mort, voici ce que je pense pourrait nous prêter à réfléchir. C'est que et c'est l'IA bien sûr, ce sont des dessins faits par l'IA, et donc elle m'a proposé ceci. Je l'ai un petit peu corrigé, je vous expliquerai peut-être pourquoi ou en quoi elle a trouvé que c'était un peu difficile. Elle a éprouvé des difficultés comme apparemment nous éprouvons des difficultés pour bien voir les choses. Mais l'IA a proposé l'idée que la phase de transformation, c'était celle de passer dans une piscine, de traverser un fleuve, de traverser donc le grand fleuve du chaos, bon. Et que nous y arrivions dans cette traversée avec des chaussures bien crottées. Et donc, on va voir si cette transformation va nous réparer, va pouvoir changer ce que vous appeliez tout à l'heure, hein, donc que vous appeliez la dégradation de notre ADN. Hein. On parlait tout à l'heure. Donc, nous arrivons à un stade où l'ADN est assez pollué, il est assez dégradé. Et qu'est-ce qui va se passer si on traverse la piscine, comme on le faisait, comme on allait se baigner dans les années 1900, on restait tout habillé dans la mer. Et maintenant, imaginons qu'on traverse la piscine avec nos chaussures souillées. Donc, la piscine va être polluée, nous montre bien l'IA, donc elle ruine le potentiel du changement, et l'individu qui en ressort, le résultat est un individu qui traverse et qui en ressort simplement pollué. Donc l'expérience de la mort, de cette façon-là, n'a pas procuré beaucoup d'avantages. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la conservation. Et pourquoi est-ce que peut-être mon correspondant, donc dans le forum, mettait des objections? Parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif qui se passe à ce moment-là, dans cette perspective. C'est-à-dire que on va déposer plutôt que de traverser la piscine avec notre ADN pollué ou avec nos chaussures polluées, on va les déposer d'un côté de la piscine et avec les pieds nus, nous allons faire la traversée. Nous allons, après la traversée, l'individu est modifié et ensuite, il va récupérer ses chaussures polluées. Autrement dit, dans ce passage ici du grand fleuve du chaos, l'individu restitué se trouve avec sa pollution. C'est-à-dire que plutôt que de considérer, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de contre-intuitif, de dire, ah oui, mais on va préserver un ADN doré d'excellente qualité pour être aussi parfait que nous l'étions avant le chaos. En fait, nous n'étions pas du tout parfaits, nous étions déjà très dégradés et nous allons retrouver cet ADN dégradé. Seulement, nous allons le faire avec une individualité qui, elle, aura été régénérée. Et par conséquent, c'est cette individualité régénérée qui va pouvoir, en tant qu'individu restitué, qui va pouvoir réparer le dégât antérieur. Donc il y a une inversion de la première idée en disant le bien est là, le mal est ici, après
et on va le réparer après le chaos et on va le réparer avec le bien. Non, c'est que le mal est initial, donc il nous précipite dans le chaos et le chaos nous régénère, nous donne une opportunité de reconstitution, mais qui n'est valeureuse que si on l'utilise afin de restituer et de réparer, parce qu'on a à ce moment-là les moyens de réopérer sur notre ADN, sur notre histoire, initialement polluée à tel point qu'elle nous avait précipités dans le chaos. Avez-vous suivi donc la tournure logique qui pourrait expliquer que dans les premiers réflexes, on a, et comme dit le correspondant, là, dématérialiser son corps dans un tiroir pour espérer le réenfiler comme si de rien n'était dans 1000 ans, ou c'est séparer l'ADN de l'environnement qui permet sa constante adaptation. Mais c'est-à-dire qu'il voit directement l'idée de, oui, on va réenfiler un ADN comme si de rien n'était, avec cette idée que ce serait l'ADN que l'on veut vraiment perpétuer. Non, en fait, c'est l'ADN que nous voulons euh, 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 dont nous voulons faire l'expérience, régénérer dans l'expérience. Hein. Et alors, l'IA s'était trompée. Au moment où il était question de reprendre après la traversée du corps lavé dans le chaos, l'ADN lui faisait reprendre des chaussures propres. Mais parce qu'il y a justement il y a cet effort logique à trouver pour comprendre le second degré de de la guérison, c'est-à-dire de l'hippocratisme, hein, en fait. Hein. Parce que c'est pas dans notre habitude de fonctionner. C'est-à-dire que on doit commencer à conserver la matière qui va nous permettre d'atteindre cet objectif, alors que l'outil n'est pas encore développé, accessible. Mhm. Et que quand l'outil le sera, Oui, justement, il sera trop tard pour exploiter de manière oui, optimale cette matière. oui, Donc là, il faut avoir la matière avant oui. l'outil. Ah oui, il faut avoir un esprit de prévision. Ah oui, absolument. Oui, oui. Mais ça demande un effort, encore une fois. Là aussi, la prévision demande un effort psychique important d'envisager le futur. C'est un effort psychique. Et les masses, la population, n'est pas aidée par ces politiciens pour vraiment voir, pour naviguer dans l'avenir. Hein. C'est un peu comme le Bitcoin, hein. Si les gens avaient su la valeur, ils en auraient Oui. tous acheté. Mm, mm, L'ADN, c'est pareil. Pour mm, l'instant, il ne voit pas la valeur. Et mm, voilà. Mais s'ils pouvaient retourner dans le passé, mm, ce qui est mm, aujourd'hui, ben, ils investiraient dedans, comme ils l'auraient fait pour le Bitcoin. mm, mm. Et la comparaison est d'autant plus intéressante que probablement ce futur, mais alors là c'est encore un degré du futur qui nous effraie ou qui nous inquiète ou qui est difficile à percevoir ou à stabiliser, c'est que l'ADN va être considéré comme avec des tokens, avec les gènes, avec les codons, mais il va y avoir des tokens d'ADN comme il y a des tokens ou des, oui, des éléments de blockchain, oui, Et d'éléments je de voudrais code. pousser un peu plus l'analogie, la comparaison avec un code source défaillant informatique. Mm, 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 Souvent, le programmeur voit qu'il y a un bug, mais mm, par manque de temps et de compréhension de ce qui se passe pour résoudre le bug, il va prendre une copie plus ancienne mhm, pour restaurer le système. Et donc, dans le mhm, futur, on aura des médecins spécialistes
qui utiliseront des machines sophistiquées capables de nous restaurer à un instant T où qu'on était en bonne santé, vous voyez, Mhm. grâce à Mhm. cet ADN, potentiellement, hein, Mhm. sans même essayer de comprendre tous les mécanismes qui ont pu déclencher ça. Mais Mhm. de tester cette copie d'ADN ancienne dans un temps où la maladie n'existait pas pourrait permettre, pour certaines maladies, de résoudre le problème, tout simplement. Ah oui, oui, oui. Donc, euh, voilà, ça a même plus de valeur que l'argent, parce que quand on est malade, très malade, qu'est-ce qu'on ne profite pas de cet argent? Mhm. Vous voyez, c'est Mhm. encore une plus grande valeur que l'argent, Mhm. que pour certains, de pouvoir euh, récupérer une santé, hein. Mhm. Mhm. Donc, alors la prochaine fois, donc aujourd'hui on a fait le tour un petit peu, un petit tour de la question. Je pense que on a fait une bonne étape parce que la prochaine fois, justement, puisque vous parlez et on est arrivé à la question de la valeur, ben, nous allons voir, pour expliquer notre inhibition, pour expliquer pourquoi il y a si peu de, que personne n'en parle, on va dire, hein, pour résumer la chose, on va voir que, ah oui, s'il y a une question de valeur, c'est qu'il y a probablement des gens qui sont qui y font très attention. Des gens pour qui la valeur est une condition matérielle désirable, et probablement, donc, il y a le silence des masses n'est pas, n'a n'a pas lieu dans certains milieux euh, où, euh, où on fait très attention à la question de la conservation de l'ADN et donc ça méritera ce sera le prochain exposé pour voir les, les conditions actuelles psychologiques et socio-psychologiques et politiques de l'humanité et pour, euh, pour essayer de percevoir un peu mieux les causes et les conditions et la structure de notre apathie et de notre inertie actuellement en collectivité, hein. Ouais. Bon, juste pour préparer un petit peu, enfin pour annoncer, un des grands débats sera sur le clone. C'est une manière d'introduire la question éthique, parce que finalement il s'agit donc d'éthique, quelle est la logique de ce qu'on appelle le clone et quelle est la logique de la conservation de l'ADN, hein. Donc, à la prochaine fois, voulez-vous intervenir et vous préciser quelque chose avant closio? Ben, le fait que euh, les gens n'ont pas non plus ne peuvent pas se rendre compte de l'importance de quelque chose qui finalement n'existe pas encore, de cette possibilité Oui. d'un bienfait pour eux-mêmes qui sera présent dans le futur, pour lequel il faut anticiper maintenant. C'est Mm. euh, Mm. voilà, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que beaucoup de gens vivent, j'ai envie de dire, au jour le jour, hein. On voit bien avec tous les Mm. problèmes qu'il y a en France et Mm. n'anticipent pas. Mm. Prendre n'ont peut-être même pas le temps d'avoir cette réflexion. Mm. Il y a le temps, il y a ce problème de la mort, hein, tout de même, euh, et puis le temps, les conditions du savoir. Parce que le savoir est quelque chose de compliqué à constituer, à stabiliser et à rendre fonctionnel dans une vie humaine. Euh, il faut justement pouvoir y consacrer du temps, il faut avoir des espaces de réflexion, de méditation,
Euh, et puis ensuite, il y a le fantasme même, l'objet même qu'on appelle la mort, qui est quelque chose, qui est spécifiquement un objet psychiquement euh, 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 aliénant. Enfin, hein. Bon, et bien à la prochaine fois. À dans 15 jours. Ok, à bientôt. Attendez, alors je vais